Et bonjour et bienvenue à tous sur The First Pitch, l'émission de référence sur le baseball, maintenant sur The Playoff FR. Nous avons changé de nom, mais nous n'avons pas changé la même recette d'émission ensemble pour la première émission de l'année 2025. Aujourd'hui, notre compère habituel, notre professeur qui a quitté l'école buissonnière pour venir avec nous aujourd'hui parler, on va dire, de deux classes différentes. Julien, salut Julien, comment tu vas? Salut, ça va bien. Et toi? Ah bah ça va parfaitement. Écoute, sous notre nouvelle bannière journalistique, on a la même recette d'émission, mais par contre, on vous a concocté aujourd'hui une belle émission en référence avec nos conseils de classe de l'année dernière. Là, nous allons voir cette année, et donc pour cette première émission de l'année 2025, la différence. On l'a vu, nous, avec Julien, on en a discuté aussi au sein de la team MLB, la différence entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Et il y a un article intéressant qui est sorti sur The Athletic en décembre dernier Ouais, sur l'essor de la Ligue nationale qui a pris le pas sur la Ligue américaine. Je vous invite à lire l'article qui s'intitule Rise of the National League, Big Spender Owners Shift Balance of Power Away from the AL. Désolé pour mon anglais. En tout cas, cet article montre la montée en puissance et même déjà le dépassement, on l'a pu remarquer déjà depuis quelques années, de la Ligue nationale envers la Ligue américaine. Voilà, les conseils de classe sont passés. On a voulu faire ce petit thème d'émission pour vous montrer, voilà, et pour vous démontrer surtout que il y a un championnat qui prend le pas sur un autre, alors que il y a quelques années en arrière, c'était l'inverse. Et Julien vous a préparé toute une série de contextes d'évolution, de petites fun facts ou d'autres articles à lire ou à partager entre nous sur cette émergence de la Ligue nationale. Donc, le thème de l'émission, on va reparler donc du contexte historique et de l'évolution des ligues. Julien, le passé entre ces deux ligues, donc entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, on voit qu'elle a vraiment pris le pas sur cette ligue américaine. Est-ce que tu peux nous rappeler, dans tes 20 dernières années, sachant que toi, il y a 20 ans, tu avais quoi 20 ans. 20 ans, hein, c'est ça. Pour toi, 24. dans ton passif voilà, de fan de baseball, pour toi, la Ligue américaine, c'était la ligue, on va dire, qui dépassait tout bonnement la National League. Ouais, c'était la ligue référence, on va dire. En particulier, une division, la division Est, qui dominait largement le baseball avec deux franchises historiques, que sont les New York Yankees et les Boston Red Sox. Ils ont mené, en fait, surtout avec une charge financière qui était assez impressionnante à l'époque, qui leur permettait de signer des superstars. Et de garantir en fait régulièrement des places en post-season. On se rappellera surtout de la domination des Yankees à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec cette équipe, avec un quatuor qui était Jeter, Herod, Pettit et Clemente, Oui, Clemens, si je dis pas de bêtises. Clemens, c'est ça. Plus après d'autres joueurs qui ont été Posada, faut dire ça. ouais, merci de me rappeler de bons souvenirs. Euh, et Jorge Posada, des joueurs comme ça. Puis après, il y a eu aussi le changement de propriétaire à Boston aussi, qui a fait beaucoup, qui a permis de reconquérir et de vaincre la malédiction du Bambino. Oui. Qui a fait d'ailleurs l'office d'un reportage en plusieurs épisodes Sur Netflix, sur effectivement. Netflix. Ouais. Donc voilà, ça a été pendant des années, cette équipe, l'Est a dominé, quoi. On va dire jusqu'en 2018-2019.
C'est là où les choses ont commencé à changer. Déjà parce qu'on a eu les Phillies qui ont lancé une offensive de recrutement, assez massive sous la direction de John Middleton, le propriétaire qui a commencé à faire venir la première star, c'était, Bryce Harper. Et les Padres derrière ont embrayé le pas en faisant venir, Manny Machado, ce qui a commencé un peu à bouleverser un peu l'équilibre qu'il y avait. Et puis, on a après 2020 qui marque le tournant. Alors, cette saison un peu tronquée par le Covid, mais il y a eu, on se rappelle, Mookie Betts aussi qui est parti pour un montant à l'époque assez, en tout cas pour signer un contrat assez important avec les Dodgers, qui avaient déjà une bonne équipe, mais qui ont commencé à bâtir un véritable. On y reviendra sur les Dodgers parce que je pense que c'est ça aussi. Qui a commencé à monter une équipe impressionnante et qui les a fait d'ailleurs remporter le titre à l'époque, mais je pense que c'était eux qui avaient la plus grosse, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est eux qui avaient en 2020 la plus grosse masse salariale, donc le plus gros payroll, et qui ont payé, la victoire se payait à coups de millions de dollars. Puis après, c'est l'ascension d'autres équipes, parce qu'à partir de 2020, il y a aussi l'arrivée de Steve Cohen aux Mets, qui a accéléré la tendance en fait, avec une fortune, Steve Cohen, une fortune personnelle qui est de 21 milliards de dollars. Il a injecté des fonds considérables dans l'équipe, qui n'a pas au départ pas payé tant que ça. On voit les résultats seulement à partir à peu près ces dernières, enfin l'année dernière, c'est plutôt les meilleurs résultats qu'ils ont eu depuis l'arrivée de Steve Cohen, parce qu'il a injecté beaucoup, mais les Mets restaient les Mets, c'est-à-dire une équipe considérée comme des losers. Non, mais c'est le cas. Il a fait venir Lindor au premier, ça a été la grosse superstar qu'il a fait venir. Il a continué à faire venir Il a d'autres, fait venir plein d'autres joueurs qui font que plein les d'autres Mets joueurs. ont été, comment dire, tu sais, à l'époque, quand on prenait footballistiquement en Angleterre avec Chelsea et Abramovich, ils avaient beau faire venir tous les meilleurs joueurs de la planète, mais la mayonnaise ne montait pas. C'est ce Ah, ils ont quand que. même remporté des Ligues des Champions. Oui, Comparons plutôt à une équipe que l'on connaît bien ici en France. Voilà, quand l'arrivée des Qataris, non, mais c'est un peu ça. c'est Ils ont fait ça. venir plein de joueurs. Il y a eu quelques résultats, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de déceptions. Alors, on parle de 2020, on est en 2025. On peut aussi un peu laisser le temps au temps, parce que le baseball, c'est pas le football non plus. Je pense que les résultats mettent un peu plus de temps à venir. Mais bon, ça, c'est la première étape et le contexte, en fait. Donc, des équipes qui ont dominé pendant plus de 20 ans, voire 30 ans. Et puis, la dernier titre des Red Sox, ça marque la fin et l'investissement massif en fait des équipes. On commence par les Phillies et les Padres, ensuite les Dodgers et bien entendu je viens d'en parler, les Mets. Les Mets, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Écoute, c'est vrai qu'on est sur un déclin massif des équipes de la Ligue américaine et en même temps là, les équipes de la Ligue nationale qui montrent les valises de billets pour acheter les joueurs à coups de millions de dollars pour justement faire renverser la vapeur. On l'a dit, hein, les équipes vraiment en pleine ascension et ce qu'on va mettre en lumière là maintenant ces dernières années et surtout leur stratégie, c'est donc les New York Mets, les Padres, les Phillies et les Dodgers. Qui ont adopté une stratégie audacieuse en matière d'investissement, donc de gros sous, de gros noms, qui ont su attirer donc chacune dans chaque équipe un gros joueur et construire autour de ce joueur-là une équipe compétitive. Voilà. Est-ce que pour toi, là, si on fait un focus sur ces 4 équipes, euh, tu as vu quand même une ascension, on va dire, pleine. Par exemple, chez les Mets, là, on va dire, cette année, on l'a bien vu. Les Padres, on les voit chaque année, c'est sûr. Hein, on les voit, il y a toujours des gros noms. Les Phillies, pareil, ils sont toujours sur le devant de la scène chaque année. Les Dodgers, c'est le parfait exemple voilà, d'un investissement en masse et surtout la victoire au bout, quoi, avec eux. Ouais, après, c'est surtout qu'ils se sont montrés très agressifs dès le début de l'ouverture des marchés, en fait. On se rappelle, que ce soit Mookie Betts ou alors un peu moins Francisco Lindor parce que c'est pas arrivé tout de suite, mais ça a été assez rapide et ça a été en fait, ils ont entamé un véritable tournant décisif, en fait, quand ils se sont mis à investir par rapport à l'AL, en fait.
à l'American League, parce qu'on a eu des joueurs comme là cette année récemment, on en a parlé en début d'année, mais ça a été Juan Soto qui est parti aux Mets. Donc on l'a dit tout à l'heure, Bryce Harper, Manny Machado et Shohei Ohtani qui était la dernière grosse recrue avec encore des montants qui font tourner la tête. Parce que Shohei Ohtani, même si on parle du gros contrat de Juan Soto, ça reste le plus gros contrat de la MLB, parce que lui, c'est 70 millions par an. Un peu moins pour Juan Soto, Pour Juan qui Soto, ouais, tout à n'est fait. pas à plaindre notamment, mais bon, voilà. Non, mais moi, je vais te faire, en fait, je vais reprendre 4 équipes avec des stratégies différentes et parler un peu, peut-être aussi, je rajouterai un peu les Mets, mais c'est des stratégies qui sont quand même un peu différentes. On a eu les Padres qui se sont vraiment sous la houlette de leur propriétaire, qui ont fait, ce que dit l'article en fait, c'est que les Padres ont suivi une stratégie un peu similaire à ce que faisaient les Phillies. Ils ont commencé à ajouter Machado, il y a eu Xander Bogart, ils ont après drafté Tatis. Alors quand ils ont drafté Tatis, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir une superstar en puissance. Superstar, en tout cas figure de la ligue, parce qu'il y a eu des performances en dents de scie. Ça a été compliqué pour lui les débuts en shortstop. On se rappelle et alors un bon bâton, mais par contre défensivement, c'était Non, pas ça. ça, ouais. Derrière, ils ont su faire un bon trade avec les Nationals pour faire venir Juan Soto. On s'en rappelle en 2023, 23. 22, enfin dans la saison 22. Ouais. 22, et puis il a terminé après la saison 2023 avec eux. Aosum Kim qu'ils avaient aussi fait venir, donc des signatures comme ça très intelligentes, etc. On remarque aussi par contre que cette année les Padres ont été, je ne sais pas ce qu'ils font, je pense ils ont fini sans doute un cycle, parce que on a vu le départ récemment de Jurickson Profar qui est parti chez les Braves, et on disait dans nos conseils de classe que c'était un joueur qu'il fallait absolument conserver pour l'année prochaine. Et je n'ai pas écouté. Ils ont dégraissé aussi. Il y a King qui est parti. Michael King qui est sur le départ. Qui est sur le départ, ouais. Ouais. Voilà. Et puis après, derrière, ça a été compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que là, ils sont ils sont à un tournant où je pense que si vous voulez continuer, il fallait re-signer. Et là, ils sont plutôt. D'ailleurs, on l'a vu aussi, ils sont plutôt sur des opérations un peu de dégraissage, c'est-à-dire on n'a pas re-signé, ils ont re-signé quasiment personne, et puis proposer au trade certains joueurs comme Dylan Cease et mon chouchou Luis Arraez, en espérant récupérer des prospects. Donc voilà, là peut-être un petit, soit un aveu de faiblesse, soit l'envie de se dire on va voir jusqu'à la trade deadline un peu ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il y aura des gros moves d'ici la fin juillet, quoi. À voir Ouais. pour eux. Mais bon, ils ont initié ça, et voilà. Les Phillies, je vais prendre l'exemple des Phillies, eux, ils ont complètement changé de visage, parce que c'était une équipe qui n'y arrivait pas, même s'ils y étaient arrivés. Aide-moi sur quelle année ils ont été champions. Ah, je vais te le dire. C'est pas 2015? Phillies. Bref, Quoi qu'il en soit, voilà. ouais, ils ont quand même, ils ont cherché à ajouter des gros frappeurs. Il y a eu une équipe quand même, assez impressionnante. Il y a eu Bryce Harper, JT Realmuto, qui était sans doute à l'époque et au moment de sa signature le meilleur receveur disponible. Ils ont fait venir Trea Turner derrière. Enfin, ils ont continué à accumuler des joueurs, Castellanos, March, Champion, Brandon Marsh. champion en 2008. Voilà. 2008. Oh, je suis loin. Enfin, ouais, mais ceci dit, voilà, ils ont créé une équipe qui devait être une puissance, et bon, qui a finalement fait qu'un World Series Oui, face aux Astros. aux Astros. Et puis il y a eu Zach Wheeler aussi qu'ils ont fait venir, qui est un très bon lanceur, parce qu'ils avaient quand même un gros souci au pitching. Là, cette année, il y a
pas eu de grosses signatures de leur côté, mais en même temps, l'effectif est déjà très complet. Après les Dodgers, moi, c'est une mention spéciale aux Dodgers. On peut critiquer parce que, il y a une gestion, elle est quand même stable et les investissements, ils sont continus. Tous les ans, ils investissent. Alors oui, ils profitent de la règle, du diffère. D'ailleurs, j'ai vu passer, je crois, c'est il y a pas juste avant qu'on commence, je crois que tous leurs, paiements différés cumulés, c'est, ça équivaut à environ 7 équipes, à la masse salariale de 7 équipes, de la MLB. Il faut que je retrouve ça, mais, ça m'a fait quand C'est quand même, même assez énorme, voilà, ce halluciner. déferlement Hem, d'année en année. ah ouais, mais ça m'a fait rire. Ouais, c'est ça, les Dodgers, c'est plus gros que 7 équipes, ouais, du coup. Les 7 équipes, c'est les Guardians, les Pirates, les Reds, les Rays, les Royals, les Athletics et les Marlins. Ah, j'allais te dire les Marlins quand même. Ouais et c'est paru dans Forbes, tu vois? Pour dire que Ouais, les montants des paiements différés, ça équivaut astronomique. à 7, 7 équipes, 7 7 équipes, franchises. quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Mmh. avec ça, ils peuvent payer, le payroll de 7 équipes, dingue. Et ceci dit, Eh ben, ils peuvent créer une ligue, hein. ouais, mais ceci dit, tu regarderas, ils ont quand même toujours, eux, à la différence des autres, un farm system qui est toujours performant. Ils ont beau parce que c'est pas non plus une équipe qui débarque non plus, qui part de rien, qui investit un peu j'ai envie de dire contrairement aux Mets qui même s'il y avait par moments des beaux résultats, mais qui est une équipe de losers quand même au départ, qui a quand même pu avoir des tours de draft assez hauts. Eux, ils ont pas eu forcément de tours de draft très hauts parce que depuis 2010 en fait, Ils sont toujours en haut enfin, de ils l'affiche. sont Ouais. toujours en haut de l'affiche et ils ont Mmh. quand même eu des prospects, hyper intéressants et ils ont encore un là dans le il y a eu alors ils sont remontés récemment parce qu'ils ont fait venir Sasaki et cetera et qui est nommé top prospect, donc ils sont remontés Mmh. encore, mais ils sont encore dans le top 3 et ça fait des années comme ça qu'ils tournent avec un farm system qui est dans le top 5. Ils peuvent encore sortir des joueurs. C'est quand même assez hallucinant. Pourtant, tu te demandes où ils vont mettre tous ces joueurs parce que à chaque poste là, depuis Mookie Betts, ils ont quand même, alors peut-être le poste de shortstop qui peine un peu, mais là ils ont fait venir un Sud-Coréen, je n'ai plus son nom, mais qui peut faire le job, enfin voilà. Donc une gestion qui est quand même, hyper intéressante, hem et malgré tous ces investissements qui est continu, ils sont sur tous les tableaux, Sur tous les ils sont fronts. performants. Ouais, Ah ouais. ouais, ils sont favoris partout. On a le parfait exemple de la franchise qui investit beaucoup pour gagner beaucoup. Bah là, on les a avec les Dodgers, voilà. À l'instar, on avait les Mets où il y a eu beaucoup trop d'investissements, beaucoup trop d'affaires. Quand je pense à Justin Verlander, Ouais, Max Scherzer. Enfin voilà, il y avait à un moment Jacob donné, deGrom, tu veux dire? Jacob deGrom, pardon, ouais, voilà, pardon. Hein. Il y avait tous ces gros noms qui étaient là à un moment donné, au même endroit, au même moment. Et on s'est dit, waouh, Bah ça oui, allait je être crois qu'il la fin, ça allait être vraiment le. Syndergaard aussi, qui était là, qui était aussi à Je l'époque, crois qu'à l'époque, il était là. Enfin, il y quand avait une tu disais rotation de la rotation de All-Star, quoi. malade, Ouais, ouais. une rotation De All-Star. All-Star, voire d'Hall of Famer, quoi, parce Ouais, que Hall of Fame, oui, Jacob deGrom, futur Hall of Famer, ouais, c'est s'il ça. s'était pas blessé, je pense qu'on Mm. Et on finalement, avait pourquoi? quelqu'un, Bah, voilà, l'effet d'un soufflet. C'est-à-dire que ça monte, et puis forcément derrière, il bah, y a c'est pas redescendu. il y a pas eu de bol, il y a pas eu de bol. Mm. Et en parlant de pas de bol, il y a aussi une autre équipe là-dedans où qu'il faut remettre aussi un petit peu parce que c'est une gestion un peu différente, Oui, sans forcément un gros investissement, je pense c'est à, c'est les Braves. ouais, c'est ça, j'avais pensé Heu à eux. Mm. Parce qu'eux avec, dirigé c'était, enfin il est parti, il est revenu, bref, Alex, Anthopoulos, Oui, tout à fait. voilà, qui a battu en fait une équipe autour de Ronald Acuna Junior, qui leur a permis de gagner les séries en 2021 Mm. et qui a aussi du coup donné du fil à retordre parce qu'il y a une équipe qui a été vachement complète avec une gestion salariale très intelligente. Il a quand même fait signer la plupart de ses contrats sont team friendly en fait, et pas player friendly, c'est-à-dire contrairement aux autres, ils ont pas des contrats, mirobolants
et ce qui leur permet de construire une équipe très solide. Ils ont un infield qui est, quand même, des plus Austin Riley, intéressants. Matt Olson, Ouais, hem, Ozzy Albies, tu vois? voilà. Ça fait Ouais, c'est quand même avec un outfield qui a tendance à bouger parce que, je pense qu'ils ils ont un peu de peine à trouver la bonne formule, quoique, mais là avec, Harris, Harris 2, ouais, Michael Harris ouais, 2nd, ouais, je pense que ouais, voilà, tu vois? Ça fait, ils sont sur un bon rock solide, je pense, sur le champ ouais, extérieur. Et ouais, puis clairement. Marcelo Zuna, pareil, enfin voilà, c'est Ouais, Ozuna des après jou bon, c'est pas un mauvais ajout, c'est pas mais c'est s'ils pas lui perdent, ils peuvent le remplacer facilement par un bien autre, sûr, ils ouais. ont de quoi, et ils sauront aller chercher, et un recrutement qui est intelligent, voilà, ils regardent pas trop à la dépense quand ils font leur recrutement, contrairement à d'autres équipes. Donc voilà, ça c'est pour, un petit peu cette ascension qu'il y a eu, chez les différentes équipes de l'ANL. Vous verrez sur cet article, là, je suis en train de j'ai les yeux dessus, il y a tout un graphique de la Ligue nationale, au niveau de la dépense et on voit vraiment que le tournant a été on va dire, un peu avant le covid et ça s'est explosé après. On voit que les dépenses ont vraiment explosé à partir de là. Ouais, Donc c'est du ça, c'est coup, bien sûr 2018, hein. ouais, donc c'est ça, donc on voit vraiment derrière les résultats qui vont, avec, hein. Les Braves qui remportent les World Series en 2021, alors qu'avant ils avaient, voilà, fait une série de 6 championnats de division consécutifs. Donc ça veut dire que, voilà, même si le proprio il met la main au portefeuille, ça paye quand même, voilà, ça paye quand même. Alors, on a parlé des équipes de la Ligue nationale en pleine ascension, d'accord? On a un peu, on va dire, marché sur le sujet du stupid money et de son impact, si tu es d'accord avec moi, Julien. Ouais, Il y a une déclaration de John Middleton des Phillies sur la signature de Bryce Harper et, Manny Machado. Si tu l'as retrouvé dans l'article, ouais, j'aimerais bien qu'on la commente ensemble. Et surtout, on va parler, voilà, donc avec ce phénomène stupide money, le contraste avec la Ligue américaine où les équipes comme les Yankees et les Red Sox ou les Astros ont adopté une approche vraiment plus modérée, euh, comme tu l'aimes si bien le dire avec Boston, Julien, en gestionnaire, donc en bon père de famille. ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, voilà, on va discuter après sur l'implication de cette stratégie, c'est-à-dire est-ce que ça peut être bénéfique à long terme pour les équipes de la Ligue nationale d'être agressives d'un coup, et quelles sont les conséquences, voilà, sur la compétition. La déclaration de John Middleton maintenant, des Phillies, est-ce que as pu la retrouver? Ouais, c'est qu'il disait qu'il allait, alors je l'ai en tête, hein, mais pas entièrement, mais, c'est qu'il allait dépenser, en fait, il a dit, qu'il allait dépenser, un peu, peut-être de manière stupide, mais, voilà, c'était ça, et parce qu'on l'avait, critiqué là-dessus, et puis il avait dit: «Bah, je vais dépenser, mais de manière stupide peut-être». Mais bon, on s'attendait pas à autant, Ouais, de dépenses, en fait. autant de Parce tous. Ouais. que Mm. ça allait aller aussi loin, quoi. Parce qu'après la signature de Bryce Harper, heu, il ce qui a marqué, en fait, c'est ça qui a marqué un peu le départ de tout ça, Mm. et voilà, donc, ça a été, en fait, oui, en effet, hem, il y a eu après aussi les dépenses sur, de cette manière-là, sur Mookie Betts, où aussi on s'était dit: «Qu'est-ce que c'est que cette affaire?» Et des Dodgers, mais ça m'a aussi montré, un gros, un gros comment, un gros Ouais, step, en une fait, grosse qui step, était ouais, voilà. passé, ouais. Et ça Voilà. montre le contraste avec la Ligue américaine. C'est là, je pense que le, le, le step-up est franchi. Tiens, Et donc, en rebalayant l'article, il y a un truc qui me fait marrer, je suis désolé, ça pour tous les fans de l'OM. Heu, l'ascension des Dodgers, depuis, ah oui, parler de Frank McCourt. ouais, ça correspond au départ de Frank McCourt, tiens, donc bizarre. Heu, C'est ça, c'est ça. Donc du coup, on est sur le contraste, voilà, de l'affaire Mookie Betts, parce qu'on peut dire que c'est une affaire, hein, les fans de Boston s'en sont jamais remis. Je pense, ne s'en remettront jamais d'avoir laissé Boston laisser partir ce joueur. Là, le contraste avec la Ligue américaine, on l'a vu, et
Et toi, qu'est-ce que tu peux penser, par exemple, voilà, on va parler de Boston ou peut-être des Astros derrière, l'approche plus modérée, c'est-à-dire c'est parce que les propriétaires sont frileux ou parce qu'ils veulent plus mettre d'argent? Enfin, ça dépend de plusieurs, comment dire, plusieurs approches. Ben, Est-ce qu'ils veulent gagner? Est-ce qu'ils veulent, parce que moi j'avais retenu une phrase des Mariners, est-ce que voilà, on joue pour gagner des nombre de matchs durant l'année ou est-ce qu'on joue pour gagner des titres? Et enfin, chez les Mariners, Mariners, ils avaient dit: «Nous, on joue pour gagner des victoires à l'année et pas forcément des titres». ouais, ben, on s'en rappelle, hein. Ouais. Ils ont eu une belle saison comme ça une fois. Non, mais ceci dit, tu vois, l'investissement du stupid money, je reviens dessus, mais ça a eu un impact quand même qui a été, quasi instantané. Tu vois, je reprends, les Padres, par exemple, quand ils ont fait venir Machado, ils se sont tout de suite retrouvés comme une équipe, contender, en fait, dans la National League. Oui. Mmh. C'était audacieux, ça a payé. Hem, Pareil, tu vois, on a beau dire, même si les Phillies, c'est pas forcément le bon exemple, mais tu vois, l'arrivée de Bryce Harper, bah, ça a aussi commencé à montrer une équipe un peu plus dominante, même s'ils ont raté des playoffs parce que l'équipe était, oui, c'est là où on va dire stupide monnaie, je pense, parce que l'équipe était mal construite. Elle était très bien. On a dépensé sur des gros noms, mais on n'a pas dépensé, on n'a pas cherché à construire, un pitching staff correct, et cetera. Par contre, on avait qu'est-ce qu'on a comme frappeur toujours? Mmh. Tu vois, le contraste avec l'AL, en fait, c'est que oui, c'est plus prudent les Yankees, par exemple, parce que pendant des années, ils ont eu cette stratégie, les Yankees. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement traditionnel dans le baseball. Il y a tellement de traditions, tellement de choses ancrées. Et là, on voit, c'est là pour moi le contraste vraiment qu'il y a. Alors l'article ne souligne pas vraiment, c'est plutôt moi là qui le souligne, mais tu vois, c'est vraiment, il y a un contraste AL et NL, et plutôt dans ce sens-là, où on a des gens qui sont très conservateurs et proches des traditions en AL, Mmh. qui fait qu'en fait, ils n'ont pas envie de forcément de mettre ces sommes. Pour eux, ces sommes sont folles. Oui, les Yankees ont voulu faire un effort pour Soto, mais regarde derrière, ils sont revenus un peu à la baisse. Ils ont certes augmenté leur contrat, mais ils sont, enfin, quand tu vois par exemple le dernier gros contrat qu'ils avaient signé, c'est Aaron Judge. Oui. Mmh. Juste avant, il y avait eu Gerrit Cole, qui sont certes des gros contrats, mais qui sont pas des sommes. Maintenant, tu regardes, alors à l'époque, c'était dans les top 5 des meilleurs contrats, je crois, avant 2020 ou 2022. Il re-signe, Judge en 2022, je crois, ou 2023, ouais, enfin en intersaison. Oui. Là, c'est le salaire de Judge est encore dans le top 10, mais le salaire de Gerrit Cole est passé, il est bien plus loin, je Ah crois. oui, il vient plus loin. Oui. Et parce que maintenant, il y a eu une explosion. Et Mmh. eux, les Yankees, je pense, avec leur aspect très tradition, très conservateur, ils se sont dit: «On va pas payer ces sommes-là pour des joueurs qui on ne les juge pas meilleurs que Gerrit Cole, on ne les juge pas meilleurs que Aaron Judge. Pourquoi on va payer plus?» Tu vois? Là, ils ont voulu faire un effort sur Juan Soto, mais je pense qu'ils étaient trop timides. Mmh. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont raté. Et pendant des années, par contre, eux, ils ont joué à ce jeu-là, à faire venir des joueurs dans toutes les équipes, les joueurs les plus forts, les faire venir contre des gros contrats. Et aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre de la stratégie des Dodgers parce qu'on est sur des sommes faramineuses. Mais ça, c'est aussi la faute des Dodgers parce que le jour où ils ont signé, Mookie Betts à ce prix-là, et le jour où ils ont signé derrière, Shohei Ohtani à ce prix-là, ils ont explosé le truc. Ils ont explosé le marché et les autres aussi ont explosé le marché. Les prix se sont envolés. Donc c'est ça, l'approche de la Ligue américaine, elle est plus mesurée mais plus conservatrice, tu vois? C'est ce que je disais, bon père de famille, c'est vraiment ça. Les Red Sox, le choix avec Mookie Betts et encore maintenant sur d'autres joueurs, il est toujours réfléchi. Tu regardes, ils se sont dit: «On va pas prendre les dépenses et dépenser autant pour un joueur. On préfère le perdre» et se dire qu'avec cette somme-là, on peut s'acheter 3 joueurs. Malheureusement, ils ont pas acheté les 3 bons joueurs. Mais tu vois, c'est toujours réfléchi et ça cherche pas à comment? À construire avec des grosses dépenses. Ils sont encore, je vais pas dire ils ont des oursins dans les poches, mais presque, tu vois? Et c'est beaucoup, ils sont prudents, très prudents. Hem, Tu vois, c'est des investissements à long terme ces dernières années. Ils en ont fait quelques-uns, mais ils ont longtemps hésité. Ils n'ont pas été agressifs, tu vois? J'ai envie de dire les Yankees, s'ils avaient voulu avoir Soto, je pense qu'ils pouvaient l'avoir, cette année.
mais il aurait fallu être très agressif et plus agressif et là, ils ont été très passifs, en fait, par rapport aux Mets. Si tu veux, et l'histoire qui disait, pendant cette signature, Scott Boras avait dit, aux Yankees: «Je vous montrerai, 24 heures enfin, la veille, l'offre de la meilleure offre et vous pourrez vous aligner dessus». Ils ont eu l'offre des Mets avant la signature de Soto. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, ils l'ont eu. Ouais. Ils se sont réalignés, mais tu vois, ils se sont réalignés timidement. Ils auraient pu se réaligner, de la même manière en augmentant avec, de manière plus significative. Là, ils ont juste amélioré en temps, ce qui a pas forcément, été, en effet, décisif. Alors oui, il y a eu d'autres choses dans ce contexte-là et cetera, mais, il y a eu l'histoire de la suite et cetera. Bon bref, la famille de Soto, on peut enfin, il y a plein de choses, mais, Oui, on après, voit c'est que côté extra-sportif par rapport à la sécurité du joueur, et ouais, cetera, et ouais, sa famille, moi ce qu'on avec a 20 vécu. 000 j'essuie mes larmes, hein, ça va aller, hein, c'est C'est pas tout? grave, Que 20 hein. millions? Ouais, 20 000 bah, en plus, tu vois, par Oui, rapport bah, aux j'imagine. 760, tu vois? Enfin Ouais. 780, j'essuie mes larmes et c'est pas grave, on s'entend bien, tout va bien, c'est une broutille, tu vois? Enfin voilà, si je veux dire, s'ils avaient voulu, ils auraient pu. Après, on peut trouver plein d'excuses, plein de trucs, mais la chose certaine, c'est qu'ils ont pas été assez agressifs et c'est pareil avec les Red Sox et Mookie Betts. S'ils avaient voulu le garder, ils auraient pu le garder. Je pense que Mookie Betts avait pas forcément une volonté de partir. Le problème, c'est quand ils ont vu ce qu'alignaient les Dodgers, ils se sont dit: «Non, non, 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 on va pas aligner ça. Nous, on a des sous, mais on va pas le faire». Pourtant, ils sont en possibilité de le faire. Il y avait aussi récemment, j'avais vu, c'est je crois avec, je m'étais amusé à faire un tableau avec, les articles de Forbes entre ce que gagnent les équipes, les revenus et ce qu'ils dépensent. Et la majorité des équipes alors celui qui dit que le baseball est un sport qui n'est pas rentable, est en train de mentir parce que toutes les équipes sont rentables. Toutes les équipes sont rentables. Je ne sais plus où j'ai mis mon tableau, il faudrait que je le retrouve, mais toutes les équipes sont rentables, en fait et c'est quand même dingue, je crois. Même, les petits marchés, sont rentables. Tu vois? Les Et revenus, même les c'est petites équipes, ouais, tout ça, ils arrivent à sortir, dans le positif, bénéfique, mais tout le monde sort un dans le bénéfice. positif, en fait, si Ouais. tu veux. En gros, les revenus moyens alors certes, on a les Yankees qui ont le plus gros revenu en termes de millions, c'est 679 millions de dollars pour un payroll qui est de 269 millions. Et tu vois, je vais prendre une petite équipe, enfin une petite équipe relative, hein, tu vois? Les Seattle Mariners, Ça, c'est les casquettes, hein, les casquettes de New bah, ouais, York, c'est les casquettes. Les Dodgers sont pas mal non plus, hein. Mais tu vois, regarde, un club comme Chicago, qui a un gros marché, c'est 500 les Cubs, Lequel, le non, club? Le vrai? les Cubs. Mais tu vois, les Cubs, qui est pourtant dans la NL, qui pourrait, Oui. se montrer comme ça, mais les Cubs, c'est 500 Mmh. cin 506 millions de dollars par an de revenus, avec un payroll qui est de à peine 200 millions de dollars. Tu vois? Dire qu'on n'est pas capable Mmh. d'investir, c'est et qu'on veut pas investir, c'est un peu, Oui, mais là, tu as la payroll, masse salariale, joueur. Après, derrière, tu as tout le staff, tu as tout l'entretien du stade, machin, ouais, enfin bref, mais les tu vois, coachs, tout voilà, ça. je pense que Oui, après, je dis pas qu'ils doivent pas être à zéro à la fin, c'est sûr, c'est sûr, ils sont pas à c'est sûr. zéro. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec 506 ça te laisse quand même une marge de 300 Est-ce millions que de après, dollars pour faire des à investir. oui, Et ça, c'est par an, hein, ces après 300 voilà, millions de dollars, c'est par an, c'est pas sur 10 ans, tu mmh, vois? Donc, mmh mh, tu vois, je reprends un exemple, les Texas, les Rangers, c'est 425 millions de dollars de revenus pour 206 millions de dollars de payroll. Donc tu vois? Et toutes les équipes, c'est à peu près comme ça. Parce que je crois, les Marlins? les Marlins, il me semble que c'est 340 et des millions de dollars et un payroll qui est, de 36 millions de dollars. Donc tu vois? Enfin, à entendre ces équipes ne pas vouloir faire et cetera, je pense que les propriétaires et c'est là où moi, je peux pas en vouloir aux propriétaires qui dépensent parce qu'au moins ils y a ils y vont et c'est bien pour le jeu. Mmh, Je ils gagnent de préfère ça l'argent. que des mecs qui disent: Mmh, «Bah non, on va pas investir», tu vois? Voir les Marlins qui sont toujours dans le positif en fait et qui payent une bouchée qui font tout pour avoir un effectif avec la plus faible masse salariale. Je ne sais même pas s'ils ont encore des joueurs sous contrat là depuis, parce qu'on en avait parlé, heu
Ouais, On en parlera mais il après. me semble que c'est une catastrophe, il y a toujours pas de joueurs sous contrat. Ah si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 joueurs sous contrat actuellement chez les Marlins. Super. 7 avec un retraité qui continue à payer. Enfin bon, bref. Alors on a aussi un peu basculé sur notre point numéro 5, c'est-à-dire les faiblesses de la Ligue américaine et de la prudence des grandes équipes. Donc on a vu les Yankees, on a vu Boston, euh, la réticence massive et les répercussions sur la Ligue américaine avec des équipes qui semblent chercher à atteindre des places en playoff plutôt qu'à dominer sur la durée. Voilà, comme je te l'ai dit, avec cette déclaration des Mariners qui m'a fait sourire, en fait, ils préfèrent plus investir sur le nombre de victoires attendues sur une année plutôt qu'une hypothétique place en après-saison en octobre. Et l'absence surtout des grandes signatures en Ligue américaine, et en particulier l'écart d'investissement réalisé par les équipes de la National League. Effectivement. Euh, pour toi, ça te choque ou pas cette déclaration des Mariners disant voilà, nous on veut le nombre de victoires attendues, on préfère être plus constant sur ça plutôt que d'aller en playoff. Bah, ouais, moi ça me choque un petit peu. Mais ça me choque, c'est par rapport à tout ce que je t'ai dit. Mm. Ça me choque parce que, Oui, quand on s'inscrit, surtout de la mentalité américaine, je comprends pas comment on peut dire ça. Alors oui, heu heu, l'État de Washington, c'est un État, c'est une mentalité particulière, mais bon, tu vois, les Américains, eux, ils jouent pour gagner, quoi. Pas gagner des matchs, mais gagner oui. des titres. Après certes, les Mm. investissements, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les investissements à long terme, on verra bien si ça marche, si c'est une stratégie payante. C'est sûr que ça on s'attend à ce que ça marche tout de suite. Ça n'a pas forcément toujours marché tout de suite. Les Phillies, par exemple, c'était compliqué, tu vois? Là, les Ouais. Padres, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils se posent sans doute des questions actuellement, comment ils vont faire, mais on va attendre, le début de la saison. Mais derrière, tu vois, la prudence, et se dire une gestion plus traditionnelle appuyée sur, former des joueurs, un farm system et des trades audacieux, ça a pas montré pou jusqu alors oui, ça montre un peu, tu sais, une certaine stabilité. C'est un peu comme, tu vois, les analytics et les mecs qui recrutent encore, à l'œil, au feeling et cetera. Ça me fait penser à ça, tu vois? On a des équipes qui vont recruter fort, Mm. que je vais comparer à des équipes qui vont recruter avec des analytics et puis des équipes qui sont encore, au vieux qui fume son cigare, qui est sur le bord du terrain et qui fait: «Ce petit gars-là, je pense qu'il a un truc». Tu vois? Et eux, c'est un peu ça, c'est 2 visions complètement différentes. L'ANL, en Ouais. fait, même si tu as pas réussi à aller te qualifier en play-off tout de suite, même si tu as pas ceci dit, aujourd'hui, clairement, je pense que tous les auditeurs seront d'accord avec nous, l'ANL est plus compétitif que l'AL et quoi qu'il arrive, tu te dis, Heu, que l'équipe qui va arriver face à et c'est ce qu'on avait dit lors des playoffs, hein, c'est que c'est une équipe de Ouais. l'ANL qui allait gagner, peu importe laquelle et que ce soit ça aurait été Padres, ça aurait été Phillies, ça aurait été Mets face aux Yankees, ça aurait été, victoire de l'ANL et tu vois, l'écart, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il se creuse un petit peu, tu vois, de ce fait-là. L'équipe de National League, elles ont creusé un écart, de compétitivité, en fait. Hem Mm. et tu vois, les équipes d'AL, en fait, j'ai plus l'impression, c'est d'essayer d'être régulier, tu vois? Et tu regarderas, c'est pas forcément Mm. des équipes avec des grosses, je prends un exemple Cleveland, c'est plutôt régulier, tu vois? Alors, ça Oui. varie un petit peu, mais ça reste dans une zone assez régulière, avec un style de jeu un peu particulier. Mais c'est des équipes, encore une fois, c'est le baseball, c'est très tradition, c'est très conservateur et ils ont un système de management et ils restent dessus. Ce qui peut être bien, tu vois? Ça peut être bien, mais si tu investis un peu, ne serait-ce qu'un peu tu vois? Je reprends l'exemple de Cleveland. Fais venir un ou 2 joueurs un peu plus costauds, tu passes un cap, tu passes un cap. Détroit, c'est pareil, tu vois? Tu as une bonne équipe, tu gères bien ton équipe, tu gères bien ton farm system, tu fais venir des joueurs intéressants. Ceci dit, ça devient quoi? Ça devient juste ce que faisaient en fait avant les Yankees, c'est que ça devient, heu, les supérettes des grosses équipes et là, malheureusement, avant, c'était les Yankees qui allaient piocher
dans la L et un peu dans la NL. Maintenant, la NL, eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de NL, il n'y a pas de AL. Hein. Depuis, on y reviendra après, mais je pense que c'est depuis le DH universel. Maintenant, il n'y a plus de frontières. C'est ça. Mais comme on le voit, les Cubs ont commencé quand même à faire ce step là, avec Kyle Tucker, avec Ryan Presley. Alors, Ryan Presley, je suis d'accord, mais Tucker, Commence. on en reparle l'année prochaine. Parce que là, il Oui. lui reste un an de contrat et quand il va Bon. falloir aligner les sous, il va falloir mettre les sous, comme disait Jean-Claude Gaudin, maire de Chicago, comme tout le monde le sait. Je pense que ça va être une autre histoire. Une autre histoire. C'est un move hyper intéressant. Tu me parlais de... C'est un move hyper intéressant, effectivement. On va discuter de l'impact, bah voilà, comme tu disais, du DH universel, de l'impact des changements des règles, comme l'introduction du frappeur désigné, et donc sur cette compétitivité dans la Ligue nationale. Voilà. Comment la Ligue américaine a eu traditionnellement l'avantage avec le DH et pourquoi son adoption en Ligue nationale a renforcé la position dans la Je vais Ligue. faire très vite, je vais juste reprendre l'article pour aller dessus. Et je viendrai après à ce que je dis. Je reviendrai un peu sur ce que je disais, mais en gros, c'est traditionnellement le DH était en AL. Hein, pour les gens qui n'ont pas suivi le baseball depuis, qui suivent le baseball depuis très récemment. En fait, avant, il y avait un DH que pour la Ligue américaine et il n'y en avait pas pour la National League. Ce qui faisait que quand les équipes d'AL allaient jouer contre les équipes de National League, c'était un pitcher qui devait passer à la batte. Alors que en National League, quand les équipes de National League s'affrontaient entre elles, c'était toujours un pitcher qui passait à la batte. C'est pour ça que si vous allez regarder sur des sites genre Baseball Référence, Fangraph, etc., vous pourrez retrouver sur des pitchers, des statistiques à la batte, en fait, parce qu'ils passaient à la batte également. Donc, on a mis en place ce DH universel. Ça a été longtemps en discussion depuis 2020 ou 2021, je crois. Et puis, ça a été entériné en 2022, si ma mémoire est bonne, ou 2023. Oui, C'est assez récent. 2022, je crois. Et en Oui. fait, l'introduction du Oui. DH en NL, en fait, en National League, déjà en AL, en fait, ça permettait d'avoir une offensive qui était renforcée. Clairement, on avait en fait une force offensive qu'on n'avait pas de l'autre côté. Parce que allez voir les statistiques des pitchers, vous allez voir que c'était pas des super frappeurs. Non. Mais vous pourrez aussi vous régaler de highlights de Bartolo Colon qui perd son casque à la batte. Qui sont magnifiques. Non, mais voilà, mais ceci dit, ça avait une puissance quand même offensive qui était non négligeable et qui donnait un certain avantage aux équipes, Oui, aux équipes de cette de ligue la Ligue américaine. américaine. Et depuis Ouais. qu'on a en fait l'introduction du DH universel, en fait, les équipes de NL sont allées mettre un paquet d'argent sur des joueurs supplémentaires dans leur line-up, sans forcément sacrifier leur défense. Et ça a permis à des équipes comme les Mets, les Dodgers et d'autres, en fait, c'est d'ajouter des superstars, notamment les Phillies. Eux, ils n'ont pas compris le principe, c'est qu'ils ont pris que des DH pour renforcer leur attaque. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on avait dit que c'était la règle Ohtani, en fait, finalement, sur le C'est DH universel en Ouais, Ligue nationale. Ohtani encore, il a encore changé les règles parce que là, tu as le two-way player, enfin bon, Oui. bref. Mais les conséquences. Il change le baseball, ce joueur. Il est en train de changer le baseball. Non, mais on en reviendra, mais pas mal de choses. En tout cas, ça fait un bien fou aux Dodgers parce qu'actuellement, les Dodgers, s'ils signent des joueurs, Exactement. faut pas se voiler la face. C'est parce qu'il y a Ohtani, c'est parce qu'ils arrivent à faire aussi venir une connexion de joueurs japonais et coréens. Voilà, Mmh. fatalement, tu plus la barrière de la langue. On sait que c'est des pays qui culturellement. La Nippon Connection. Ah ouais, il aura plus besoin de traducteur, enfin un Tu truc, vu la truc là, aussi qui est ça sortie ça où nous met son pas nom mal de et qu'il a imité? oui, Oh putain, il est bon lui. oui. Bon bref, Ouais, mais pour revenir voilà. sérieusement, tu vois, On ça a renforcé l'aspect offensif en NL, le DH universel. Ça a permis à des équipes, comme les Mets, c'est de signer Soto, c'est sans se soucier en fait réellement de l'équilibre de l'équipe. Ils se sont pas posé la question, parce que tu vois, la question qui pourrait se poser, c'est: «Ouais, mais la défense de Soto, quoi, pourquoi tu payes comme ça?» Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu peux le mettre en DH au pire et il fera le taf et c'est ce que tu veux. Tu veux de la puissance, tu auras ça. mmh, Donc voilà, et moi je pense que cette barrière-là aussi, c'est ce que je te disais, c'est que
Je pense qu'avant, traditionnellement, les équipes d'AL allaient, piocher dans les équipes de la ligue AL et n'allaient pas forcément, chercher en National League. Ou alors très peu, tu vois? Et là, maintenant, en fait, la National League, depuis ce DH universel, bah, n'a aucun scrupule à aller chercher des joueurs, des superstars de l'autre ligue, tu vois? Avant, il y avait un peu cette démarcation Oui, où on avait presque 2 ligues un peu différentes, avec des qui étaient un peu différentes de par les règles et cetera et maintenant que tout est homogénéisé, bah, eux, ils ont pris ça, c'est c'était, ouverture du marché, c'est quoi. ça. Sur le même piédestal, tout le monde est sur un même pied d'égalité, on va dire. Et c'est ça qui a fait aller, Voilà. investir, Non. tu sais, les équipes, je pense, massivement dans des joueurs de l'AL, sans se poser trop de soucis. Avant, il y avait, je pense, toujours cette petit côté, de réfléchir, de: «Est-ce qu'on va le prendre?» et cetera, et là, il y a plus de frontières, en fait. Oui, c'est vrai qu'il devait pas mal se poser de questions dans les opérations spéciales, au niveau baseball. C'est sûr que ça devait réfléchir, dans les bureaux. Maintenant, on va passer à l'avenir de la Ligue américaine et de la National League. On va se projeter dans l'avenir. Là, déjà en 2025, on va les previews, on est en train de vous préparer les previews, voilà, pour cette nouvelle saison qui arrive à grands pas, dans 58 jours maintenant. Euh, Est-ce que la NL va continuer à écraser, parce que là on parle d'écrasement quand même, la Ligue américaine? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un renversement de la Ligue américaine si certaines franchises se remettent à investir de manière agressive? Bah, écoute, là, surtout, cette intersaison, ce qu'on a vu, c'est surtout c'est pas forcément la National League qui écrase, c'est les Dodgers qui écrasent tout. Oui, oui. Soyons honnêtes, parce que les autres, ils ont pas fait de gros move au final. Qui a fait de gros à part les Mets, Non, les Mets qui ont fait un gros move les et Mets, qui se sont bien qui ont fait après un recrutement plutôt intelligent, on va dire, pas de stupide money, parce que je pense que les Dodgers ont fait du non. stupide money. Heu, on va dire, sans doute s'il y a des fans, on va encore me dire que c'est pas Tu vas te mettre toute la communauté francophone non, baseball mais à dos. Blake Non, Snell, tu je vois, rigole. je pense que c'était pas le bon investissement. Clairement, c'est pas le bon investissement. Enfin, j'espère me tromper pour lui, hein, mais je pense que ça va être une catastrophe et c'est peut-être ça qui va faire que la saison, ça laisse une place pour les autres. Mais je pense que Blake Bah, les gros noms, c'est Los Angeles, New York, hein, encore une fois. Enfin, quand je dis New York, hein, alors New c'est York, pour le coup, c'est les 2 équipes. équipes parce que quand tu dis Los Angeles, Voilà. Oui, on a compris. C'est bon, les Dodgers d'un côté et New York de ouais, l'autre, voilà. quoi. Non, Voilà. mais ceci dit, s'il y a pas si dans la L, ce que disait aussi l'article, c'est que si la L commence pas à investir agressivement, ils vont se faire distancer rapidement. La chance qui Mm. s'est passée, c'est que ce marché avec Juan Soto a fait réagir un petit peu quelques équipes, notamment les Yankees, qui se sont bien renforcés finalement, mais de manière encore très prudente, malgré le contrat de Fried est quand même et que c'est le plus gros contrat pour un lanceur Oui. gaucher. Bon, c'est pas un plus gros contrat pour un lanceur, mais c'est le plus gros contrat pour un lanceur gaucher. L'ajout de Bellinger et cetera, c'est pas mal. Mais ça reste encore frileux, tu vois? Ils auraient pu faire d'autres choses un peu plus agressifs. Il y avait tellement de joueurs disponibles qu'ils auraient pu. On voit qu'Arizona quand même a pas mal aussi investi, hem, Oui, cet mais hiver. plus, on va dire, Ouais, mais après, raisonnablement. ouais. Tu vois, ça a pas été des ils ont pas Ouais, claqué des mais tu sommes, vois, il fallait le faire folles, venir, quoi. Corbin Burns, Mmh. enfin, tu vois? Ah oui, c'est sûr. Ils ont quand Ah même oui. investi. Voilà, ils auraient pu investir, beaucoup plus, mais, certes, mais tu vois? On a on n'a pas eu les gros noms, quoi, tu vois? De toute façon, l'intersaison, c'était quoi les gros noms? Voilà, Juan Blake Soto, Snell, Max Fried, c'était Rocky bah, Sasaki, Sasaki, c'était c'était plus sur voilà, la fin, c'était et mais, puis ouais, c'était sur la fin. Mais il reste encore quelques free agents quand même à ouais, mais prendre, bah, quoi, là, il donc reste quoi? Bregman, comme gros nom. mmh, ouais, c'est encore un cas, Après, au ouais, niveau des lanceurs, il y a plus grand effectivement. chose. Au niveau des Profar, maintenant qu'il Non, est parti, au niveau des outfielders, il y a plus non plus, c'est plus, il y a plus grand chose. il y a un article sur The Et il Athletic reste qui le Alonso. Putain, on reprend et oublie là, je vais le Alonso, le pauvre. reprendre. Et puis tu J'ai Alonso l'impression toujours, eh oui, lui, c'est vraiment la plus j'ai mauvaise l'impression d'être opération,
J'ai de l'impression d'être Scott l'intersaison. Boras, je l'ai oublié aussi, Pilote Alonso. Oh merde, il est là lui! Mais Il y a encore Jack ouais, mais Flaherty, Jack Flaherty, enfin voilà, c'est une saison sur 2. il y a encore Ah-Song Kim. Et c'est là où les Padres, ils vont va falloir faire quelque chose parce que j'en reviens là-dessus sur Ouais, le fait que l'AL, tant qu'ils s'ils investissent pas là pour aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant pour, l'AL en fait, c'est que mis à part les Dodgers qui ont fort investi, on va dire, derrière, il y a personne qui a fait de gros investissements. Donc tu vois, pour l'instant, il se passe rien. Mais si d'ici la reprise, il y a de gros investissements sur quelques mmh. joueurs qui restent, ça va devenir très compliqué. Bon, après, Ha-Seong Kim, tout le monde sait qu'il va partir chez les Dodgers. Putain, si ça se fait ça, je mange ma casquette. Non, je rigole. Ah, c'est vrai qu'on a tes petits Blue Jays qui ont fait l'acquisition récemment d'Anthony Santander quand même. Ouais, mais personne n'en voulait de Santander pour ce prix-là, tu vois? Non, Et mais moi à c'est vrai. Boston, j'aurais bien voulu l'avoir, tu vois? Mais Par oui, mais exemple. tout mais beaucoup de je pense que beaucoup de gens le voulaient, mais le prix qu'ils demandaient, je pense que les équipes ne voulaient pas, heu, faire un tel investissement pour ce Santander, joueur. 92,5 millions sur 5 ans. Ben ouais, c'est Mmh. beaucoup. Donc 105 millions même, ouais. donc c'est compliqué, tu vois? C'est pas, c'est pas le comment, c'est pas ce que je vais pas dire c'est pas ce que tu cherches, mais c'est un gros investissement pour un joueur, tu sais pas Ouais. forcément, c'est un bon joueur, hein, certes. Moi Mmh aussi, mh. j'aurais bien voulu l'avoir, chez les Guardians, mais tu vois, ça reste, ça reste un gros investissement De toute et puis façon s'il est pas parti très vite, tu vois, ouais. je pense que c'est aussi, tu vois, quand je vois qu'un Tyler O'Neill est parti bien avant, heu, Oui. je me dis que, voilà, c'est qu'il y avait quelque chose aussi. Mais, les Blue Jays ont fait, ouais, une acquisition enfin, mais les Blue Jays, tu vois, ou les Mariners ou les Blue Jays, ils pourraient réagir enfin, les Blue Jays réagissent. Le problème, c'est que on en parlera peut-être, parce que si je fais ça, je vais pas prendre, 2 heures encore de podcast, mais c'est pas le but. Mais tu vois, les Blue Jays, enfin voilà, ils ont tenté. On peut pas leur enlever le fait d'avoir tenté. Réussir, c'est une autre chose, mais c'est, voilà, je pense que là, les bannières depuis, ils ont pas de bannière de champion, par contre, ils ont des bannières de on était en course pour Ohtani, on était en course pour, Juan Soto, on était en course pour Blake Snell, on était en cour tu vois, voilà. Ouais. C'est les seuls exploits de ces dernières saisons qu'ils ont, tu vois? C'est avoir été en course et en effet, encore, ils arrivent toujours, dans les 3 derniers ou voire les 2 derniers. Hem, je vais pas reprendre une expression, mais c'est vrai que c'est ça, c'est nos amis de chez À Coup Sûr qui avaient dit: «C'est les Raymond Poulidor de du marché», mais c'est ça, tu vois? Enfin, je suis désolé de reprendre, c'est pas le but était pas d'aller dessus, mais c'était tellement vrai que ça me vient là tout comme ça, tu vois? Mais c'est vraiment ça, quoi et Bah, vas-y, je te laisse terminer. non et après Question pour toi. c'est, pour que la elle puisse en fait revenir dans la course, il faut vraiment que ces équipes investissent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le petit tableau que j'avais fait, heu, c'est qu'il y a de l'argent, tu vois? Et il faut investir. À défaut d'investir sur des gros noms déjà établis, c'est investir sur des jeunes talents et proposer des contrats à long terme tout de suite. Tu vois? Un peu, les Orioles, ce qu'ils devraient Oui. faire là rapidement. Alors Mmh. oui, Adley Rutschman maintenant on peut se poser quelques questions, mais tu vois, Gunnar Anderson, voilà, faut lui proposer un bon contrat. Bobby Ouais. Witt, tu vois, ça a été Oui, intelligent de la c'est part intelligent de la part de des Kansas Royals. City, effectivement. Hem, comment il s'a son copain en première base? Copain, Pasquantino. oui, Pasquantino, oui, Tu vois, intelligent voilà, aussi, ouais. c'est intelligent. Ça, Mmh, c'est des trucs à faire. Maintenant, ils ont plus que ça à faire et il va falloir faire ça. Parce que mmh. pour beaucoup, ça va être ça. Je pense à une équipe comme mon équipe que je supporte, les Guardians, tu vois, il faut qu'ils fassent ça. Au lieu de se faire piocher des trucs, au moins faites un gros contrat, même si vous allez pas aller au bout, parce que vous savez que vous allez le trader, mais au moins avec un gros contrat, vous allez pouvoir récupérer plus de prospects et voir un joueur MLB ready qui vous enfin, qui ne pénalisera pas sur le départ, tu vois? Genre, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument pour eux, s'ils veulent pas dépenser et investir dans des joueurs déjà établis, c'est commencer dès que vous avez un bon joueur, faites-lui signer un gros contrat et si vous savez au bout de 2-3 saisons que ça marche, déjà ce sera mieux que de le maintenir pendant 6 ans avec un contrat,
je vais pas dire un contrat précaire parce que j'aurais ce contrat-là, je serais très heureux, mais tu vois, Oui, on serait enfin tous très voilà. heureux de toute façon, effectivement. Compare pas à un salaire qui est, inférieur Oui, à 1 000 000 par an, à la valeur du joueur, oui, c'est tu ça. vois? À Mmh, certains qui sont à plus de 10 millions par an et qui, mmh. des fois, ne méritent pas forcément. Et puis il y a aussi le fait que les signatures ont changé. Avant, tu faisais signer un contrat pour ce qu'avait fait le joueur. Maintenant, les équipes ont tendance à signer des contrats pour ce que va faire le joueur. On va Donc faire le c'est là où joueur, c'est c'est ça, intéressant. c'est ça. Il mise sur le futur et pas sur ce que l'expérience qu'il a ou qu'il a fait. Ouais. Mmh, et Et pour forcément, il y a l'instant, des et forcément, il y a des déceptions. ouais. Forcément, il y a des déceptions, on le voit, de toute façon. Et pour l'instant, tu vois, je dirais c'est avantage à l'ANL sur ça, sur tout ça, tu vois? Parce Encore une qu'ils ont fois. signé de gros joueurs Oui. et des jeunes aussi, Mmh. parce que Soto, il est pas vieux et quand tu lui fais signer ce genre de contrat, bah, voilà, lui, il s'en est bien sorti, hein. Ouais. Heu et l'AL, bah, il faut qu'il soit plus agressif, en fait, plus agressif sur le marché. Ça veut dire vraiment tout de suite proposer des gros contrats et pas venir après. Tu vois, les Blue Jays, j'en parle, enfin, on en parle, ils sont toujours 2e, mais ceci dit, ils arrivent toujours après coup. Mais non, mais si tu sois agressif tout de suite au lieu d'attendre que le 1 s'aligne et toi de t'aligner derrière. Parce que c'est le premier qui s'est aligné, c'est qu'il a vraiment envie, hein. C'est-à-dire qu'il a mis un truc en disant: «Je vais peut-être pas dépenser plus, je mets ça», mais en fait, tu vois, pour Soto, je pense que les Mets sont arrivés en disant, «Tiens, je mets, 630 millions sur la table». Les Blue Jays ont dit: «Bah, nous aussi, on va mettre 630 millions» et puis ils ont fait: «OK, allez, on va en mettre Allez, 700». 760, allez, Et voilà. l'autre après fait: «Bah, nous aussi on en met 700». «Bon allez, on en met 760». «Bah, nous aussi on va en mettre 760». «Vous savez quoi? On en met 765». «Ah ouais, bah, nous aussi». «Ah bah, trop tard». Tu vois? C'est quand tu te fais avant, double tout de suite et dis: «Voilà, nous on a mis ça, maintenant voilà, à vous». Là, tu te montres agressif. Mais je pense qu'il y a une autre problématique à Toronto qui explique aussi tout ça, enfin, pas qui explique ça, mais si, oui, qui explique aussi ça, en partie, tu vois? Oui. Donc Mmh. voilà. Mmh mh. Pour clore ce petit point, enfin ce point même, sur l'avenir de la, ligue américaine ou de la ligue nationale, qui tu vois comme équipe de la ligue américaine qui pourrait suivre l'exemple de la ligue nationale? Là, tout de suite. Bah, historiquement, ce serait les Yankees, OK. pour moi, tu vois? Ce Mmh. serait les Yankees. Hem, je pense que l'historique fait que, tu vois, ça pourrait être que eux et puis parce que financièrement, ils ont les capacités. Mais, Ouais, ils restent encore très prudents. Heu, je pense que c'est les seuls qui d'accord. pourraient et les Blue Jays, mais les Blue Jays, À il y à a condition qu'ils y arrivent à temps et qu'ils proposent des non, les Blue Jays contrats à temps. déjà, c'est de régler les problèmes en interne. Oui. Enfin, on en reviendra, mais je pense qu'ils ils envoient aucun bon signe aux joueurs pour signer, Mmh, tu vois? d'accord. Donc pour toi, Yankees qui ferait que la machine commencerait un peu à se mettre en route Mais le problème, c'est le sur la seul ligue souci, tu vois, américaine. ce que je vais te dire, c'est que si c'est les Yankees qui font ça, ça reviendra à des choses habituelles et personne va suivre, en fait. Ce qu'il faudrait, Mmh. c'est quelqu'un d'autre que les Yankees Bah pour que oui. les équipes investissent et l'idéal, ce serait un concurrent Donc qui plus ou pourrait moins alors? direct. Beh, à part les Red Sox actuellement, qui Mmh. pourraient faire ça. C'est parce que si les Red Sox font ça, derrière, ça va embrayer le pas. Les Yankees vont pas laisser faire, Mmh. clairement. Tu sais qu'ils vont réagir. Mmh. Le problème après, c'est qu'on a Oui. 2 autres divisions. Alors, l'Ouest, c'est un peu différent parce que je pense qu'il y a une stratégie qui est bien établie pour les Astros et qui tourne et qui fonctionne. Les Les Astros veulent être en dessous de leur taxe de luxe, la première. Ça se Ouais, voit et ils le font. On le voit à l'intersaison de toute façon. mais regarde, c'est toujours intelligent et cetera et ils dépensent de manière réfléchie. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Ils dépensent pas, c'est oui, pas du stupide money, c'est pas ils vont pas non, payer pour, dire de payer. c'est ça. Les Rangers Les peuvent faire quelque Rangers, chose. voilà. Je pense que les Rangers moi, ce serait si les Red Sox mettent un gros contrat. Je pense que les Rangers, mettront derrière et les Yankees suivront, ce qui remettra de la C'est compétitivité. ce que je voulais te faire venir là. Je voulais te faire dire, voilà, c'est les Rangers. Pour moi, c'est les voilà, si les Red Sox commencent à aligner, les Rangers commencent aussi à aligner aussi. Pareil. Derrière, il y aura On une réponse des Yankees parce que les Yankees se laisseront pas faire. Ils sont tellement attachés à cette domination et puis ils ont tellement un public des fans qui vont je veux même pas être, enfin,
Si tu connais les fans des Yankees, je vais pas faire Ouais. un dessin dessus, mais voilà, je pense que s'il se passe rien, tout le monde va prendre un Cashman, il va sors le cash. Bah ouais, les Rangers ont commencé à prendre le top 40 des free agents cette saison avec Nathan Eovaldi avec 75 millions de dollars sur 3 ans et Jock Pederson qui a pris 37 millions sur 2 ans. Voilà, il va avoir commencé. Voilà. Donc on Ouais, verra et puis peut-être ils par la avaient suite. déjà fait le truc parce que quand ils ont fait Siemens Mmh, tout et à fait. Seager, Ouais, Seager, ouais, Seager, tu vois, c'était déjà un gros truc parce qu'ils les ont fait, ouais. c'était les 2 gros noms du marché. Ils ont fait: «Allez, vous savez quoi? On prend les 2, c'est pour nous». Puis quand ils ont fait venir, Scherzer de Grom, alors bon, c'est pas une réussite, malheureusement. J'espère que là, on devrait revoir de Grom cette année, mais on sait que de Tommy Jones, c'est pas de bonne Compliqué, chose. hein. Ouais, mais bon, on verra bien. Donc voilà, et en gros, moi, pour conclure, je dirais que, OK. je dirais quoi? Je dirais que, la NL, elle a su prendre l'avantage, actuellement, parce qu'ils ont été très offensifs depuis, l'introduction du DH universel. Ça a transformé des équipes comme les Mets, les Dodgers, les Padres, les Phillies en superpuissance, en fait, tu vois? Hem, Derrière, pour la L, en fait, la réflexion qu'il va falloir avoir, c'est comment on investit maintenant? Est-ce qu'on va réagir en investissant massivement sur des joueurs déjà établis, ou est-ce qu'on va investir en proposant des gros contrats à des joueurs prometteurs? Pour rattraper, en fait, cet écart avec la NL, et ou est-ce qu'ils vont se contenter de cet équilibre un peu stable, notamment avec cette off-season qui est marquée surtout par les dépenses des Dodgers, heu, tu vois? Pour maintenir un peu cet équilibre, parce qu'il n'y a pas eu de grosses dépenses de l'autre côté, on se dit que c'est peut-être jouable. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la conclusion de tout ça. D'accord, Julien, bah, je te remercie. Maintenant, un appel à la réflexion pour vous, les auditeurs du podcast The First Speech. N'hésitez pas donc à nous laisser les commentaires, soit sur les commentaires du podcast ou alors directement sur le Discord communautaire. La question est simple, quelle ligue préférez-vous et pourquoi? Et quelle équipe pour vous semble a le plus d'avenir, voilà, dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine? Voilà. N'hésitez pas à venir commenter. Nous, on sera là aussi pour répondre à vos questions, pour répondre à vos remarques. Ça sera un plaisir de faire ça avec vous. Voilà, sur ce point comment dire, de l'essor de la Ligue nationale au niveau du podcast. Merci Julien en tout cas pour ton travail. Par contre, on a fait un autre travail en amont qui est un peu plus fun. On vous en avait parlé avant la fin de l'année. Promis, il est là. Elle est au chaud. Franchement, on va peut-être demander à Rob Manfred d'y réfléchir. C'est une ligue de la purge. Voilà, la ligue de la purge entre la MLB et la MILB. Donc la ligue mineure. Voilà. Qu'est-ce que la ligue de la purge, Julien? Explique-nous. Alors la Ligue de la Purge, c'est, déjà, c'est une ligue où justement ces équipes, on sait pas si, enfin, on sait bien que c'est des ligues fermées, qu'il y a pas de montée, il y a pas de descente. Mais on s'est dit, qu'il y a des équipes qui méritent vraiment de descendre. Pas forcément par leur, niveau de jeu. Le jeu proposé, on a décidé de prendre des critères, un peu plus objectifs. C'est le manque de vision à long terme, donc des équipes sans plan clair, pour l'avenir, ni pour le développement des jeunes, avec des farm systems, au fin fond du classement, des classements. Hem, c'est des mauvaises gestions du budget, des masses salariales, mal gérées. On en reviendra, je vais pas faire un coucou tout de suite. L'incohérence dans les constructions d'équipe, une équipe qui va, échanger des joueurs, des bons joueurs contre des joueurs, moyens, ou voire contre pas grand chose. Hem, ou qui recrute, 4 joueurs au même poste, ou 20. Des propriétaires incompétents, bah, donc ça va être des franchises, dont les décisions, c'est régulièrement, n'importe quoi. Les problèmes de scouting et de développement, l'incohérence des performances saison après performance, et puis, saison après saison,
Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On a des très bons critères quand même. C'est quand même assez réfléchi quand même pour une ligue de la purge, hein. Heu, on essaie de pas forcément se concentrer sur les performances sportives, mais plutôt sur la gestion derrière, sportive aussi, mais aussi au niveau, de ce qui fait vivre le baseball, c'est-à-dire l'argent. Et qu'est-ce que tu pourrais nous sortir du chapeau comme équipe? Alors moi, ma première équipe que je mettrais, alors, c'est les Marlins. Étonnant! Qui sont bénéficiaires, bien sûr, comme tu nous as sorti ton tableau Forbes, tout à l'heure. Ils ont de l'argent et pourtant, en joueurs sous contrat, ils en ont moins de 10 déjà. Voilà. Ouais, donc une masse salariale super bien gérée. Les Marlins, c'est, une catastrophe. Hem, donc là, voilà, on sait pas, on a une mauvaise gestion, totale, c'est manque de vision à long terme, du scouting, du mauvais scouting parce qu'ils en ont eu des tours de draft, mais ils ont jamais réussi à avoir un farm system performant. Là, ils ont récupéré surtout de la quantité plus que de la qualité avec tous les trades qu'ils ont fait. Donc le farm system dans le farm system est remonté dans les classements, mais surtout, au vu du nombre de joueurs, pas forcément en termes de qualité, pardon. Heu, voilà, c'est une équipe qui, année après année, vend ses meilleurs joueurs. Donc je vous annonce, rapidement que Sandy Alcantara, va sans doute être tradé dans pas longtemps. Hem, Jesus Sanchez, aussi. Sûrement. Heu, Anthony Bender, peut-être qu'ils vont réussir à le refourguer à quelqu'un. Heu Xavier Edwards, qui est le futur de cette, franchise, bah, je lui donne encore 2 ans. Donc voilà, tout ça pour, un sac d'oranges et un prospect, du fin fond, de la Minor League. Donc voilà, ça c'est les Marlins, moi, c'est mention spéciale, c'est on sait pas ce qu'ils veulent. C'est Enfin ton top, franchement, ouais, il serait dans le top 1 de ah eux, tes équipes purges. Ouais. ouais, ouais, eux, ils sont bons et encore une fois, c'est pas on ne juge pas les joueurs, on juge vraiment, le board et là, On pour moi, continue. c'est C'est parti. Ensuite, qui tu pourrais mettre encore dans cette ligue? Il y en a quand même pas mal, hein, là, je vois, tu m'as mis 6 noms, donc ah, on est bien. je vais mettre les White Sox. Ah, Les White Sox, pourquoi? Parce que là, c'est les propriétaires, les dirigeants, c'est n'importe quoi. C'est des visions archaïques, mais archaïques du baseball. Je disais tout à l'heure, c'était conservateur et plein de traditions. Là, c'est complètement, le propriétaire, il est en 1918, hein, l'année de ma naissance, quoi. Lui, il est encore forgé là dans cette époque-là. tu Un pas né vieux en baseball 1800, toi? où non, pas encore. Heu, où tout se règle par une bonne poignée de main et un bon verre de scotch. Non, c'est pas ça. Il veut pas investir dans les nouvelles technologies. Ça met très longtemps. Il a du mal à comprendre et on ne sait pas s'il veut vendre, s'il veut garder. Heu, c'est des incohérences dans l'équipe, enfin voilà, on a eu des bons joueurs, on a formé un bon pool c'était 2015 où il y a une super équipe et depuis, bah, ça part, n'importe comment. Il reste quelques joueurs intéressants. Ils devaient cette année, après la saison catastrophique, record, de défaites de, l'histoire de la MLB, et ben, ils s'étaient dit que, vous savez, on a sorti les grandes déclarations pour dire qu'on va reconstruire, on va se montrer très, très agressif sur le marché des transferts cet hiver. Zéro arrivé. Ils perdent leur meilleur lanceur. Il leur reste Andrew Benintendi qui est, un pied dans l'infirmerie, un pied, dans le dugout. Luis Roberts, que personne, va vouloir s'arracher avant le début de la saison. Même pas le club de boxe local. Il est pas Non, loin, ouais. ça. Voilà, il reste plus grand chose, Andrew Vogt, encore. Mais ouais, mais bon, tu as vu le marché des premières bases, je pense que ouais, c'est fini. pas tout de suite. Allez, une troisième équipe. Une troisième équipe, je vais parler des Reds. Les Ah, Reds, c'est, l'équipe en éternelle reconstruction depuis 5 ans. Ils avaient enfin de quoi construire avec, Elly De La Cruz, India. Et ben, India est parti,
a été tradé. Alors, ils ont fait venir. Oui, j'ai perdu le nom. Qui ils ont fait venir cet été? Un seconde base. J'ai plus le nom. Ah, aide-moi. Attends, ça va me Je revenir. recherche. Gavin Lux. Voilà, Gavin Lux, c'est vrai. On en parlait. Ils ont fait revenir Gavin Lux, donc voilà. Mais tout ça, ça reste des contrats qui sont assez élevés, on va dire. Et pour pas grand-chose, quoi. Et finalement, l'équipe, on ne sait pas où ça veut aller. Ils ont une future star potentielle, Ellie De La Cruz, mais qui manque de constance en défense et qu'il va falloir travailler. Mais derrière ça, voilà, l'équipe, elle donne aucun signe de rassurant en fait pour la suite. Il y a une incohérence complète. Le bullpen, le pitching staff, c'est pas ça non plus. Bref. Voilà. Alors, Ça. ta quatrième équipe. Je sais que tu hésites. Je sais que tu hésites beaucoup. Non, ouais, mais je garde le meilleur pour la fin. Non, je vais aller. Il y a 2 équipes encore, là, je vais pas Ouais. hésiter. Je vais les faire. C'est des Toronto Blue Jays. Pour moi, voilà, c'est la mauvaise gestion de l'équipe. L'équipe est pas mauvaise en soi, mais il y a toujours pas un pitching staff cohérent. Ils ont quand même une bonne équipe. Tu regardes, il y a Guerrero, Bichette, même si Bichette a été blessé, c'est un peu difficile. Mais ceci dit, il y a une base qui est quand même intéressante en attaque. Tout n'est pas acheté. Par contre, le pitching staff, il y en a pas, c'est toujours pas cohérent. Là, ils ont fait venir, j'allais dire Kikuchi, non, c'est. Je crois que Manoa va jouer. Ouais, mon Dieu. Mon Enfin Dieu. bref, C'est et, ça. et, et signer, en fait, c'est qu'ils sont incapables de re-signer. Ils veulent signer des gros noms, mais ils sont incapables de. Alors, il y a George Springer encore qui est là, mais bon, George Springer, il a 35 ans. Kevin Gossman, voilà, José Berrios. Enfin, bon, derrière, ils ont fait venir Santander, super. Jiménez, qui est jeune, qui est venu, mais qui n'est pas un gros bâton. Ils ont signé aussi Jeff Hoffman, mais Jeff Hoffman, quand je vois la fin de saison qu'il a faite avec les Phillies, c'est pas terrible. Oui, Alejandro Kirk, c'est un très bon centre, mais voilà, derrière, Vladimir Guerrero, quand on n'est toujours pas capable de lui proposer un gros contrat, c'est aussi ça, c'est les signes qu'on va envoyer derrière. C'est aujourd'hui, Bobichette, on veut le vendre, non, on veut pas. Si vous voulez le prendre, il va falloir sortir un gros chèque. Et Bobichette, ça fait 2 ans, il fait plus rien. Donc personne n'a envie de sortir un gros chèque ou de sortir des grosses commandes. Des gros prospects pour lui, ou un joueur ML Beredi. Vladimir Guerrero, c'est une star en puissance. Enfin, je veux dire, ils veulent pas lui signer. On peut critiquer Vladimir Guerrero sur sa défense et dire que ouais, machin. Ceci dit, l'année dernière, il porte l'équipe à lui tout seul. Les résultats, on les doit à Vladimir Guerrero. C'est la superstar de l'équipe. On est prêt à mettre 700 millions sur Otani, on est prêt à mettre 760 millions sur Soto, Soto. mais mettez 300 ou 400 millions sur Guerrero. Et là, avec le temps en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que Guerrero, il est de plus en plus gourmand. Il y a cet effet de balance qui fait que lui, il va demander de plus en plus. Ils auraient dû faire ça depuis bien longtemps, le re-signer. Ils auraient dû le re-signer depuis bien longtemps. Ça aurait aussi envoyé des signes positifs aux joueurs qui veulent recruter. Parce que là, les joueurs qui veulent recruter, qu'est-ce qu'ils voient? C'est qu'il y a des joueurs qui sont toujours par signer. Ça veut dire, je vais aller dans une équipe, oui, j'aurai un gros contrat, mais j'aurai qui autour de moi? Un George Springer de 35 ans qui est bientôt sur la fin, un Kevin Gossman de 34 ans qui fait des allers-retours avec l'infirmerie, un Beau Bichette, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors oui, on a une bonne défense, oui, c'est super. Par contre, comment on gagne les matchs? On n'a pas d'attaque. Et le seul joueur d'attaque qu'on a, et qui produit régulièrement, on est incapable de le re-signer. Bien sûr, il n'y a personne qui veut y aller. Il n'y a personne qui veut y aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois que je vais aller signer dans une équipe pour avoir une. Enfin, voilà. C'est quoi? C'est des Angels numéro 2. Ah, C'est-à-dire qu'on fait jouer parlons-en. des gros joueurs et puis on a une équipe, en fait, c'est une équipe de losers. Les autres, c'est en effet les Los Angeles Angels qui, eux, c'est un budget de ouf, un marché de dingue, Los Angeles. Et tous les ans, saison après saison, c'est la catastrophe.
On touche le bas, on touche de plus en plus le fond. Je crois que c'est, la seule équipe ils sont pas arrivés à 100 défaites, hein, mais c'est la seule alors et chose étonnante, je crois que c'est la seule équipe qui n'a pas, atteint les 100 défaites de toute son histoire. Ouf. C'est impressionnant. Ouais, mais Mmh. par contre, ils flirtent avec les 90 tous les ans, hein. Et avec, des joueurs hyper intéressants. Enfin, je veux dire, Mac Trout, mais toujours à vouloir absolument enfin, le pauvre, il est là après, Anthony Rendon, à lui avoir fait signer un contrat, mais de dingue, 35 millions par an, enfin, enfin, bref. Et qui fait des allers-retours avec l'infirmerie et quand il est pas à l'infirmerie, la seule saison, je crois que c'est 2023 où il est pas à l'infirmerie, il va se battre avec un supporter pour prendre dans les 4 matchs de suspension. C'est Ouais. compliqué. Puis un farm system, c'est n'importe quoi, où ils ont que des joueurs, que des lanceurs magnifiques et ils en sortent aucun. La gestion d'Otani, ça a été n'importe quoi. Soit il aurait fallu le trader, mais bien entendu, quand il arrive enfin, les équipes à la fin, c'était, ils étaient pas cons. Ils savaient très bien qu'il allait partir aux Dodgers après. Ils allaient pas trader et puis trader à 1 an de la fin d'un contrat, qu'est-ce que tu enfin, c'est pas un c'était pas les Angels n'étaient pas, des adversaires sérieux, on va dire. Enfin, c'était pas le moment de retirer Ohtani parce que, qu'il soit là ou pas, en fait, fallait déjà qu'il se qualifie pour les playoffs. Autant attendre la fin et t'assurer le Ouais. coup. Si c'est faire venir pour 6 mois, ça sert à rien. Les équipes ont pas été folles, ils auraient dû le vendre, en fait, en 2022. C'est en 2022, ils auraient dû le trader. En même temps que Soto, tu vois? Faire un truc comme ça. Mais là, ils ont rien fait, ils continuent à faire signer alors ils ont eu un recrutement qui est, je peux pas dire, pas cohérent, qui à peu près cohérent, enfin, Travis d'Arnaud, c'est une bonne acquisition, même s'il est vieux. Soler, pourquoi pas? Mais après comment ils vont gérer l'équipe, quoi? Enfin, c'est encore, Oui, parce que c'est vrai qu'on a discuté, sur d'autres podcasts, on s'est dit au départ sur Solaire, tu étais sceptique, tu comprenais pas pourquoi ils avaient fait ce move et puis après au fur et à mesure, on voyait les trades arriver des Angels, on avait dit: «Bah tiens finalement, c'est pas forcément si bête que ça et ils sont peut-être sur quelque chose de ils tiennent peut-être quelque chose». ouais, Et mais là, on voit après on va voir peut-être en 2025, mais c'est vraiment ouais, mal c'est parti pour, on va dire, alors peut-être faire une saison en positif. Voilà, et ça va être déjà un bon début, hein. non, mais j'y crois pas. Déjà faire une saison à 70 défaites, c'est bien. Hein. Oui, déjà, déjà. Éviter de flirter, avec les 90, ouais, Ouais, c'est ça. après, Ou aller dedans même. Ouais. ouais, ouais, aller dedans, tu vois? Mmh Ou, mh. peut-être, ouais, à faire un 50-50 ou se rapprocher. Mais Mmh. voilà, pour moi, les Angels. Après, il y a une équipe pour laquelle j'ai hésité, c'est les Ah, Cardinals. alors, Et voilà. les Cardinals, depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis, la retraite de Molina et Puyol, bah, Tu c'est vas pas la te faire descente aux enfers, quoi. tu La vas pas te sais faire des copains. Ouais. La saison 2023, ouais, mais le début de la saison 2023, il a été catastrophique. Ils ont Oui, flirté avec alors les Athletics faisaient tout pour être derniers. Ils sont au bout d'un moment, je crois qu'ils ont été, tous les 2 avec autant de de i défaite. ouais, de Ouais. défaites, enfin, ils avaient le même pourcentage de victoires, enfin, voilà et depuis, c'est n'importe quoi. Il y a pas eu Mmh. chercher à reconstruire. Alors oui, il y a pas une c'était pas une mauvaise saison l'année dernière. Ils sont proches du bilan positif, voire du bilan positif, je crois, Ouais. mais derrière, tu vois là, la gestion d'Arenado, Goldschmidt, ils ont laissé partir. OK, oui, c'est un vieux joueur, il faut le Bah, laisser ils vont laisser partir. partir, hein. Mais Ouais. il y a pas eu de recrutement Mmh. derrière. Pourtant, aux premières Non. bases, il y avait du monde à faire venir. La gestion Arenado lui avoir fait signer ce contrat avec cette clause de trade où il peut choisir, bah, tu te mets dans le caca parce que là, il te bloque la trade. C'est-à-dire qu'il va aller que là où il a envie d'aller. Ça limite le Exactement. nombre d'équipes. Mmh. Et puis Arenado, bah, les playoffs, en playoff, Arenado, c'est un peu le syndrome Judge, c'est-à-dire, «Ah, j'ai disparu!» Donc ça aussi, les équipes qui sont conten parce que Arenado, c'est un très bon joueur et tu en as besoin d'un joueur comme ça pour la saison régulière. Mais le problème, c'est que, alors les Mariners, parce que tu cherches à gagner des matchs, mais pas à gagner des titres. Ah, les Mariners, Arenado est pour vous. Parce que vous allez gagner des matchs, mais alors en playoff, vous allez rien foutre. Mais c'est pour vous.
Arenado, tout de suite. Mais tu vois, ces genres de joueurs-là, voilà, malheureusement, c'est ça. Et derrière, il Ouais. n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas un farm système de folie. On a l'impression qu'il n'y a pas de volonté de chercher à s'améliorer, en fait. C'est juste vivoter. Voilà, ils virevoltent. Ils Ouais, virevoltent ouais, dans ouais, la, c'est dans ça, la ils division. vivotent. Hop, on reste là. Ok, Et après, il y a bon écoute, je tout rappelle, ça. allez, les équipes en Ouais, on suspens, fait ça vite, vite. Mais vite déjà, fait, comme ça on ça, va ces conclure. Ouais. équipes-là, ben, les Dodgers, je vous invite à financer cette ligue. Si vous m'écoutez, n'hésitez pas avec votre defer payment. Cette ligue-là, ça va être top. C'est du. Et il y a 6 noms d'équipes, donc forcément, ils euh, peuvent créer une petite ligue de la non, mais playoff je pense qu'il faut, il faut à rajouter, la. avec l'expansion, en fait, après, il va falloir rajouter des divisions parce que c'est soit on passe à 4 divisions et 4 équipes. Je pense que là, bah, voilà, Ouais. on a des divisions presque faites. On Ouais, garde, voilà, les impeccable. fameuses parce que la MLB, le baseball n'aime pas changer, donc on garde est, central, ouest et purge. Voilà. Et voilà, et là on est et là on tient quelque chose. Et là, je pense qu'on tient quelque chose. Il y aura peut-être et tu verras, c'est la seule division, même le premier n'arrivera pas à se qualifier pour les playoffs. Bah oui, j'imagine. Ah bah, on a une division, bah, non, ils arrivent pas. Non, et on a beau tout faire, pourtant on les a mis tous ensemble et Bon, non, ils arrivent pas. on les laisse là, ouais, bon, ils jouent à la balle, puis c'est bien. C'est ça, C'est allez, tout. allez jouer là-bas et puis laissez faire les grands, hein. Mais après, il y a des équipes en suspens, ouais. Mais Excuse-moi, tu allais dire un truc? allez, ouais, les équipes en Ouais, suspens, alors, pour clore ça, les équipes en suspens, heu, bah, moi je ouais, je vais énumérez-les. les énumérer. Alors ces équipes, c'est des signes d'amélioration, mais doucement. Et on n'est pas à l'abri d'une connerie. Piano, On n'est pas à piano. l'abri d'une connerie, hein. Et les Pirates, par exemple, tu vois, eux, on a dit du bien d'eux. On s'est dit: «Ouais, ça marche et tout». Ils ont réussi à leur seul joueur à l'outfield qui était intéressant, ils l'ont fait partir pour pas grand chose, hein. Alors, doucement, Ouais. doucement. Oui. Les Giants, parce que les Giants, c'est un peu les Blue Jays, tu vois? On a failli faire signer. On fait signer, mais attention. C'est limite. Tu sais pas trop, voilà, ce qui se passe. J'ai mis les Cubs dedans parce que, oui, certes, il y a eu des choses Ouais. intéressantes, mais ceci dit, c'est de l'arbre qui cache la forêt, tu vois? C'est un peu Santander, Mmh. aux Cubs. Là, c'est ouais, on a fait signer Kyle Tucker et on a fait signer, j'ai perdu son nom. Hesley. Waouh! Presley, ouais, Ouais, Presley, oui, c'est ça. tu pensé à d'autres starting pitchers là? Parce que Imanaga, il est un peu tout seul, hein. Heu, c Ouais, bah, là, déjà, ils ont recruté un closer, déjà, c'est déjà pas heu, mal, hein. Vu qu'ils ont perdu Hector Neris, c'est-à-dire leur seul closer qui avait tourné l'année dernière avec eux, qui est reparti, à Houston, ils avaient plus de closer. Ils avaient Porter Hodge qui a 23 ans, donc là, c'était un peu la catastrophe quand même pour clore les matchs là en ouais, 2025. Donc je pense après que ça devait être leur priorité, leur après ton infield, si tu renforces un tout petit peu, ce serait pas plus mal non plus, hein. Heu, ah, donc bah, tu voilà. vois là, une petite breaking news, Austin Hayes a signé 1 an et 5 millions avec les Reds. Voilà. Ça, c'est de l'acquisition. Chapeau Voilà, les Reds. C'était ce que vous avez besoin en plus. voilà, Non, ils voilà, ont besoin voilà. de 8 joueurs, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On J'ai continue. les Twins, parce que les Twins, même si c'est positif, bah, il se passe rien. Correa, depuis l'affaire, des trades avortés, avec sa cheville, bionique, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Plus rien. Et on est coincé avec, Correa. Je pense qu'il pensait faire un truc avec Correa, c'était le trader pour récupérer des trucs. Le problème, c'est qu'il bah, Bah, maintenant non, il est c'est tellement mort. instable médicalement qu'il Ah est mais intraitable ce joueur finalement. attention, cette année ouais, mais puis il a eu un problème à la cheville qui a fait que ça a avorté aussi pas mal de ses transferts, je crois que c'est en Oui, 2020, l'intersaison 2022-2023. c'est ça. Mais voilà, mais derrière, tu vois, voilà, ils ont pas, voilà, il se passe rien. Les Rockies, j'aurais pu les mettre les Rockies, mais je les ai pas mis dedans. J'ai mis dans les en suspens, hem, parce que, finalement, on l'a dit, il se passe rien, mais il se passe rien de mal. Fatalement, ils font pas Mmh. de bêtises.
Il laisse venir, il se débrouille avec ça et tout va bien au final. Donc les Rockies, Ok. voilà, ils sont quand même, ils sont pas loin d'y tomber, hein. Les Nationals pareil en suspens parce que finalement là ça a été pas mal et puis ils se sont débarrassés de Patrick Corbin. Alors, ils l'ont pas fait exprès, mais ils Ouais, l'ont pu. non. Il leur reste toujours, Strasburg, hein, mais bon, là on peut pas non plus Strasburg, voilà, je peux pas trop critiquer. Patrick Corbin, c'était autre chose par contre. Heu, Ouais, mais voilà. On a vu pendant les conseils de classe que c'était pas si mal que ça et qu'il y avait quand même non, de bonnes perspectives d'avenir, s'ils continuaient c'est sur ça. cette Mm. dynamique-là. Donc voilà, pour l'instant en suspens. Les Athletics, c'est la même chose. On a vu aussi que c'était une équipe qui pouvait, revenir avec un investissement sur les jeunes et ça peut aussi faire partie, tiens, on en parlait tout à l'heure, pour revenir à la première partie du podcast, c'est une équipe qui, une fois qui va être à mon avis à Las Vegas, il va falloir qu'ils investissent, eux. Et on parlait des gros investissements, je pense que c'est une équipe, il va Eux, il va falloir le falloir le faire. faire. Ouais, Il va falloir le faire et ça ouais. peut être, moi, tu vois, des franchises, qui vont, si je peux comparer à d'autres sports, tu vois, comme, type les Bengals qui ont pendant des années végété en NFL, tu vois? Qui ont un jour repris Mm. tout ça, en reconstruisant correctement et voilà. Les Chiefs aussi parce que avant Patrick Mahomes, les Chiefs, c'était plutôt marrant, quoi. C'était plutôt drôle. Enfin, il y a eu peut-être Alex Smith, pour les fans, qui a tenu un peu la baraque, mais avant, c'était quand même drôle. Pour être fan des Chiefs, à cette époque-là, j'en connais un ou 2, mais j'en connais pas 50. Alors que maintenant, j'en connais des fans des Chiefs, qui avant étaient fans des Patriots, tiens donc. Bref, heu, les Clippers, ça peut être aussi un exemple. Bon, ça va être l'exemple pour les Los Angeles Angels parce que les Clippers aussi ont investi n'importe comment et c'est pas pour ça que ça a rapporté. Mais voilà. Ça, c'est mes équipes. Moi, je sais pas, vous, enfin, je sais pas toi, ce qui tu mettrais? Oh, bah, moi, j'ai quelques petites idées. Après, on est clairement sur les équipes en suspens, on est sur la même longueur d'onde, hein, même sur les équipes de la Ligue de la Purge. On est sur des noms, voilà, qui reviennent assez trop souvent. C'est dommage, mais après, voilà, hein, ce n'est pas le joueur, hein, c'est aussi la gestion et les gestionnaires qui font que bah, Non, ça les non, aide non, pas. tu vois, Ça les aide pas je du je tout. retire les joueurs. Les joueurs, je pense qu'ils sont pas responsables. Heu, Voilà. Vraiment, mais c'est juste la gestion, quoi, la gestion des équipes. Des gros contrats, des joueurs qui voilà, enfin, Anthony Rendon, Chris Bryant, tu vois? Des Ouais. joueurs comme ça qui bref, on a donné des gros contrats à des joueurs, les White Sox, Benintendi, tu vois? Pourtant je l'aime bien, hein, mais voilà, voilà, c'est et puis c'est de la gestion complète. Voilà, bref. Alors, chers auditeurs, pareil, de nouvelles contributions sur le Discord communautaire ou sur les réseaux. Euh, D'après vous, voilà, quelle équipe mérite le plus d'être dans cette nouvelle ligue ou alors d'en sortir selon vous? Voilà. Ça serait marrant d'avoir vos avis, de pouvoir discuter aussi ensemble de ça. N'hésitez pas vraiment à aller commenter donc, sur le Discord communautaire ou sur la page commentaire de podcast. Voilà, on peut clore ce sujet Ligue de la Ouais, Purge et ce premier podcast 2025 sous la bannière de The Playoff FR pour le The First Pitch. Une dernière petite info gaming, je viens de voir passer à l'instant l'info pour MLB The Show, donc pour les joueurs qui jouent au baseball, qui veulent se prendre pour Billy Bean aussi, Julien, je pense que tu es un grand fan du mode à franchise moi, sur ouais, MLB The Show. je mets Cette tout, année, je laisse. la couverture, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs, c'est trois joueurs superstars, les petits jeunes, Paul Skenes, Eli De La Cruz et Gunnar Anderson, qui sont en Oh oui, je viens de couverture la du jeu. voir. Oh, elle est belle. Voilà, ouais, voilà. Une très très belle couverture. Ça change un petit peu. On est sur les bases de College Football 25, avec aussi trois joueurs pour le mode Deluxe Edition, je crois, ou le mode normal. Là, voilà, là sur MLB The Show, pareil, ces trois joueurs-là, ces trois joueurs qui sont,
qui sont des superstars en devenir, hein, Julien. Ouais, ouais. Voilà, Non, mais hein, clairement. ça, Clairement. Et 3 joueurs, enfin un qui voilà. n'est pas Donc, dans la ligue de la purge, mais un qui y est et un qui est un autre, son équipe est pas loin. Et en ouais, mais tout suspens. repose Ouais. sur lui d'ailleurs, Donc surtout, voilà, sur le gaming, restez connectés. On va vous faire vivre aussi cette. Ouais, donc ça sort le 18 mars. J'ai vu le 18 mars MLB The Show et la précommande est prévue le 4 février. Donc restez connectés. Les articles sur le jeu vont sortir sur The Playoff. En tout cas, Julien, merci à toi pour ce podcast très sympathique. Et on va se retrouver très bientôt pour un nouveau podcast. On vous prépare ça bientôt avec une surprise. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Bonne soirée ouais, à toi toi. aussi. Merci beaucoup et merci de nous Merci avoir à tout écoutés. le monde. Ciao, À ciao. bientôt.